J'étais assis là, dans cette salle d'audience glaciale, mes mains serrées si fort que mes jointures sont devenues blanches, essayant d'empêcher le désordre en moi de se répandre. Le costume que je portais n'avait rien d'extraordinaire, juste quelque chose de propre et simple. J'ai tiré du fond du placard, mais c'était comme si une armure contre les escaliers me perçait de toutes les directions à travers la pièce. Camille était assise comme si les lieux lui appartenaient, ses talons de marque claquant à chaque fois qu'elle bougeait, son visage calme et parfait, comme si elle posait pour une couverture de magazine. Son avocat, Laurence Bellamy, planait à côté d'elle, tout en termes tranchants et en mots plus tranchants, prêt à me dépecer dès qu'il en avait l'occasion. Ce procès de divorce durait depuis des mois, chaque jour m'écrasant un peu plus. Et maintenant nous étions là, attendant que le juge lâche le marteau et décide de mon sort. Je pouvais sentir le poids de tout cela se presser sur ma poitrine, plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté. Le dernier coup de Camille contre moi résonnait encore dans ma tête. Elle se pencha en avant, sourit et dit assez fort pour que tout le monde l'entende, « Tu n'as jamais rien contribué, tu n'es qu'un enfant. » Je me nourris. La salle a ri. Une ondulation sonore rapide et cruelle qui me fit brûler le visage. J'avais alors envie de disparaître, de me fondre dans la chaise en bois et d'en finir. Mais quelque chose en moi s'est brisé à la place. Je ne pouvais pas le laisser entrer comme ça, pas avec son mensonge suspendu en l'air comme si c'était la vérité. La juge, une femme sévère avec des mèches grises dans les cheveux, leva son marteau, prête à dire que c'était fini. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre autre chose, mais je me suis levé, les jambes tremblantes sous moi. « Votre honneur, dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Avant de statuer, il y a une chose que je dois expliquer. » La pièce devint complètement silencieuse. La juge a abaissé son marteau, ses yeux se plissant comme si elle m'évaluait, décidant si je valais la minute supplémentaire. Le sourire narquois de Camille s'effaça juste pendant une seconde et Bellamy se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, lui disant probablement de ne pas s'inquiéter car je me ridiculisais. Mais je ne l'étais pas. Pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air me gratter la gorge, et j'ai commencé à parler. Pendant des années, j'ai laissé croire que je n'étais rien, dis-je en regardant le juge droit dans les yeux, n'osant pas encore regarder Camille. Je l'ai laissé le dire, que tout le monde le croit, mais ce n'est pas vrai. J'ai des preuves. Des preuves de ce que j'ai fait, de ce que j'ai construit, même si personne ne l'a jamais vu. J'ai fouillé dans le dossier. Mon avocate, Élise, avait glissé sur la table plus tôt, mes doigts tremblaient lorsque j'en sortais la première page. C'était un contrat que j'avais signé il y a des années sous un nom que Camille ne reconnaîtrait pas, lié à une entreprise dont elle ignorait même l'existence. Le juge s'est penché en avant, ses lunettes attrapant la lumière, et j'ai continué. Depuis des mois, elle n'avait pas l'air aussi sûre d'elle. Bellamy arrêta de chuchoter, son épingle figée sur son bloc-notes. Le juge ne dit encore rien, il me fit simplement signe de continuer. Alors je l'ai fait. J'ai expliqué comment j'avais passé des années en arrière-plan à travailler sur des choses. Elle s'est attribué le mérite de choses qu'elle ne savait même pas que j'avais touchées. J'ai parlé des créations que j'avais réalisées, des idées que je lui avais nourries, de la façon dont j'avais fait fonctionner son monde. Pendant qu'elle souriait aux caméras, ma voix devenait plus stable au fur et à mesure, les mots coulaient comme de l'eau. Je me retenais trop longtemps. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pointé du doigt, j'ai juste dit la vérité clairement et simplement, et je l'ai laissé là. Quand j'ai eu fini, je me suis rassis, mes mains tremblaient toujours mais plus légères, comme si j'avais laissé tomber un poids que je ne savais pas que je portais. Le juge m'a regardé longuement, puis s'est tourné vers Élise, « Conseiller, avez-vous quelque chose à ajouter ?» m'a-t-elle demandé d'un ton plat mais curieux. Élise est restée calme comme toujours et a déclaré, « Oui, votre honneur, nous avons des documents pour tout étayer. Monsieur ROR vient de dire que nous sommes prêts à tout soumettre. » La juge hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois, et je pouvais voir son esprit travailler derrière ses yeux perçants. Camille ne bougeait pas, ne parlait pas, restait assise là, pâle et raide, comme si elle avait été frappée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas esquiver. La salle d'audience est restée silencieuse, si calme. Je pouvais entendre ma propre respiration, irrégulière et inégale. Je ne savais pas ce que le juge ferait ensuite, je ne savais pas si elle me croyait ou si elle jetait tout cela comme une dernière tentative désespérée. Mais je l'avais dit, je l'avais finalement dit, et peu importe ce qui arrivait après. C'était suffisant pour l'instant. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont tout avait commencé. Alors que j'étais assis là dans cette salle d'audience,
les échos des paroles de Camille résonnaient encore à mes oreilles comme une mauvaise chanson. Je ne pouvais pas trembler. Cela m'a ramené au début, au moment où je l'ai rencontré pour la première fois et tout me semblait si différent, plus simple, plus lumineux, comme si le monde m'offrait quelque chose de bien pour une fois. Je venais tout juste de sortir de l'école, un jeune diplômé en architecture avec la tête pleine d'idées et un portfolio dégueulasse sous le bras, à la recherche de n'importe quel emploi qui permettrait de payer le loyer. Elle était déjà en train de devenir une étoile montante dans le monde des affaires, pleine de confiance et de charme comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je me souviens de la nuit où nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Je m'étais écrasé avec une cravate empruntée et un sourire nerveux. Elle marcha sur ses talons, claquant sur le sol ciré et se présenta comme si elle savait déjà que je dirais oui à tout ce qu'elle demanderait. Camille ROR, dit-elle, sa poignée de main ferme, ses yeux fixés sur les miens comme si elle pouvait voir à travers moi. J'ai marmonné mon nom, Julian, et elle a ri, pas méchant mais chaleureux, comme si elle pensait que j'étais mignon ou quelque chose comme ça. Tu as l'air d'avoir des histoires en toi, a-t-elle dit, et je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste souri comme un idiot. Tout le monde autour de moi n'arrêtait pas de chuchoter à quel point j'avais de la chance, combien Camille était le genre de femme qui pouvait transformer une personne en quelqu'un rien qu'en se tenant à côté de lui, et pendant un moment, j'y ai cru aussi. À l'époque, notre amour semblait réel, pas comme ça. Une affaire ou un jeu. Elle m'appelait, son génie tranquille, penché sur mon épaule pendant que je dessinais des dessins de construction sur des serviettes au dîner, ses doigts effleurant les miens comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle me disait qu'elle aimait mon œil artistique, comment elle ne voyait pas les choses. Des égales, pas seulement un gars derrière ses projecteurs, je passais des heures à élaborer des plans, des idées de maison, des aménagements de bureaux, des petites choses que je pensais pouvoir transformer en réalité un jour. Elle souriait et les rangeait, promettant que nous les utiliserions le moment venu. Pendant un moment, c'était parfait, ou du moins je me suis dit que ça l'était. Mais ensuite, sa carrière a décollé comme une fusée et tout a changé si vite que je n'ai pas pu suivre. Elle a commencé à attirer de gros clients, son nom apparaissant dans les articles, son visage sur les panneaux publicitaires de son entreprise, une entreprise de marque haut de gamme qu'elle avait bâtie avec l'argent de son père et ses propres tripes. J'étais fier d'elle. Je l'étais vraiment. Je la regardais travailler, une pièce pleine de costumes et de mots plus pointus et je pensais, c'est ma femme. Mais plus elle montait haut, plus je devenais petit dans ses yeux. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était lent, sournois, comme l'eau qui use un rocher. Au début, il s'agissait de petits commentaires lancés comme s'ils ne voulaient rien dire. Oh, Julian est le rêveur, disait-elle lors des fêtes, avec sa main, me faisant signe de partir pendant que les gens riaient. Il a la tête dans les nuages pendant que je suis ici pour que cela se réalise. Au début, je riais, pensant que c'était juste sa taquinerie, mais cela continuait. Bientôt, elle ne parla plus de mon architecture. Je suis devenu le mari au foyer, le gars qui lui versait le vin pendant qu'elle concluait des affaires. Ses amis et nos amis, je suppose ont commencé à me regarder bizarrement, comme s'ils essayaient de comprendre ce que je faisais là. Alors, Julian, ils demandaient pendant le dîner, avec leur fourchette, en s'arrêtant au milieu d'une bouchée, « Qu'est-ce que tu fais réellement ?» Avant que je puisse répondre, Camille éclatait de rire, coupant l'air comme une lame. « C'est un projet passionné, » disait-elle en leur faisant un clin d'œil, et ils riaient tous, me laissant assis là avec un sourire serré et le ventre plein de nœuds. J'essayais de m'en débarrasser, en me disant que cela n'avait pas d'importance de savoir ce que je valais, même si ce n'était pas le cas. Mais cela me rongeait à chaque fois, plus profondément que je ne voulais l'admettre. J'ai commencé à me demander si peut-être elle avait raison, si peut-être j'étais juste là pour le trajet, une enfant jouant à faire semblant dans son monde d'adulte. Je restais éveillé la nuit à regarder le plafond pendant qu'elle dormait à côté de moi, sa respiration régulière et sûre, et je pensais à ses premiers jours, elle me traitait de génie, nous parlions d'un avenir que nous construirions ensemble. Où est-ce que ça est allé? Comment ai-je pu me retrouver ici, rétrécissant chaque jour alors qu'elle devenait plus grande, plus brillante, intouchable? Je n'avais alors pas de réponse, juste des questions qui s'empilaient comme des briques. Je ne pouvais pas bouger. Avec le recul, je vois clairement comment elle a commencé à réécrire notre histoire, me transformant en note de bas de page pendant qu'elle prenait toute la page. Mais à l'époque, j'étais toujours là, espérant toujours pouvoir arranger ça, pensant toujours que l'amour suffisait pour nous garder dans la même équipe. J'avais tort, même si je ne le savais pas encore, mais je la perdais déjà, pas seulement son cœur, mais la partie de moi qu'elle convainquait tout le monde que je n'avais pas. Et le pire, je l'ai laissée.
Je suis resté là, silencieux, pendant qu'elle construisait son mensonge parfait et je n'ai pas dit un mot, pas jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. J'étais assis dans cette salle d'audience. Le souvenir de ces premières années avec Camille qui bourdonnait encore dans ma tête comme une mouche. Je ne pouvais pas transpirer et cela m'a frappé à quel point je me laissais disparaître dans le décor de sa vie pendant qu'elle était là-bas, transformant sa compagnie en quelque chose d'énorme. C'était moi qui gardais tout le reste ensemble, notre maison, son emploi du temps, toutes les petites choses auxquelles elle n'avait pas le temps de penser. Son entreprise a explosé rapidement, construite sur de longues heures, son talent pour serrer les bonnes mains et une grosse somme d'argent. Son père l'a quittée à son décès. Elle rentrait tard, les talons dans une main, le téléphone dans l'autre, discutant d'affaires pendant que je préparais le dîner et l'écoutais parler des investisseurs ou d'un nouveau client. Elle avait charmé. Cela ne me dérangeait pas au début. J'aimais être utile, j'aimais avoir le sentiment d'en faire partie, même si ce n'était qu'en marge. Elle me souriait parfois, me disait, « Que ferais-je sans toi, Jules ?» et je haussais les épaules, pensant que c'était suffisant. Mais je ne m'occupais pas seulement des affaires de la maison. J'ai commencé à en faire plus, bien plus qu'elle ne l'avait jamais remarqué. J'organisais ses réunions, en tapant les ordres du jour tard dans la nuit pour qu'elle n'entre pas dans une pièce sans préparation. J'ébauchais des idées pour ses showrooms, ces espaces raffinés qu'elle montrait aux clients, en dessinant chaque détail, de l'éclairage à la façon dont les meubles devaient être assis, pour qu'ils soient accueillants mais élégants, tout comme elle. Elle prenait ses croquis et les transformait en réalité, sans jamais dire d'où ils venaient. Et je ne l'ai pas poussée à le faire. Je pensais qu'elle le savait, que c'était notre petit secret, comme si nous étions toujours une équipe dans les coulisses. J'ai même commencé à écrire des simulations pour l'ensemble de ses présentations, mot pour mot, qu'elle pratiquait devant moi avant de sortir et de les réussir. Elle revenait en souriant, me racontant comment il l'avait mangé, comment elle l'avait écrasé, et j'acquiesçais, fier mais silencieux, lui laissant la vedette. C'est comme ça que ça s'est passé pendant des années. J'ai également équilibré ses comptes, gardé une trace de chaque dollar entrant et sortant, veillé à ce qu'elle ne dépense pas trop pour une idée tape à accent grave-l'œil qui ne fonctionnerait pas. Je m'asseyais à la table de notre cuisine avec les numéros de mon ordinateur portable affichés sur l'écran pendant qu'elle faisait les 100 pas au téléphone, sa voix forte et sûre. Elle jetait parfois un coup d'œil et disait « Tu es doué pour ça, hein ?» Et je souris simplement, pensant qu'elle a peut-être vu ce que je faisais pour elle. Mais elle ne l'a pas fait. Pas vraiment à l'extérieur de notre maison, elle était la reine autodidacte, celle qui s'était relevée de rien, du moins c'est ce qu'elle disait à tout le monde. Je l'entendais lors d'événements raconter des histoires sur la façon dont elle avait construit son empire à elle seule, sur le fait que chaque succès lui appartenait à elle seule. Les gens en ont mangé, ses clients, ses amis et même la presse. Ils écrivaient des articles sur elle, la traitaient de visionnaire, de puissance, et je les lisais, cherchant mon nom, une allusion à moi là-dedans. Cela n'a jamais été là. Je suis devenu un fantôme, invisible pour tout le monde sauf moi-même. J'entrais dans les salles d'exposition que j'avais conçues, je voyais les agencements que j'avais imaginés prendre vie, et personne ne savait que c'était moi. Elle restait là, souriante pour les photos, serrant la main, pendant que je restais près de la porte, la regardant comme si j'étais juste un invité parmi d'autres. Ça piquait, mais je l'ai avalé, me disant que ça n'avait pas d'importance, tant que tout allait bien. Mais j'ai commencé à garder une trace de tout cela, juste au cas où. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait au début. Peut-être avais-je besoin d'une preuve pour moi-même, de quelque chose à quoi m'accrocher. Quand j'ai commencé à douter de ce que je valais, j'ai créé un journal numérique sur mon ordinateur portable, verrouillé derrière un mot de passe. Elle ne devinerait jamais chaque dessin que j'ai dessiné, chaque argumentaire que j'ai écrit, chaque client qu'elle a décroché grâce à quelque chose que j'avais mis en place. Je l'ai sauvegardé, horodatage, email, croquis numérisés, virement bancaire où j'avais discrètement canalisé notre argent pour maintenir ses projets à flot lorsqu'elle dépensait trop. Tout était là, propre et organisé comme une carte de tout ce que j'avais fait et qu'elle ne verrait jamais. Certaines nuits, je restais assis là à le parcourir, ressentant un étrange mélange de fierté et de douleur. Fierté parce que je savais que je n'étais rien. Mal parce que personne d'autre ne l'a fait. Je me disais que c'était bien de ne pas avoir besoin de crédit, qu'être son mari suffisait. Mais ce n'était pas bien. Plus elle grimpait, plus elle s'appuyait sur moi, sans même le savoir. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait. J'avais planifié ces événements d'entreprise dans les moindres détails, liste d'invités, thèmes, même les petits cadeaux de remerciement qu'elle distribuait comme si c'était son idée. Elle arrivait,
éblouissant tout le monde pendant que je restais à la maison ou que je restais à l'arrière pour m'assurer que les traiteurs ne se trompaient pas. Les gens s'extasieraient sur ses nuits, lui disaient à quel point elle était brillante, et elle s'en imprégnait, sans jamais regarder dans ma direction. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle se retournerait un jour et dirait « Eh, Julian a fait ça ». Mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué à monter de plus en plus haut, tandis que je restais en bas, tenant les morceaux qu'elle ne voyait même pas. Avec le recul, je peux voir comment tout cela s'est accumulé. Chaque heure tranquille que j'ai passée, chaque idée que je lui ai donnée. Chaque fois que je la laissais prendre l'arc alors que je me tenais dans l'ombre. Je ne gérais pas seulement notre vie, je construisais la sienne brique par brique, et elle ne savait même pas dans quelle mesure elle appartenait à la mienne. Ou peut-être qu'elle l'a fait et qu'elle a aimé ça de cette façon au moins invisible ou intouchable. Quoi qu'il en soit, j'ai tenu ce journal et je l'ai complété chaque jour, sans savoir exactement ce que j'en ferais, mais sachant que je ne pouvais pas le laisser partir. C'était mon point d'ancrage, la seule chose qui m'empêchait de disparaître complètement. Je peux encore sentir la chaleur dans ma poitrine de ce gala d'anniversaire, celui qui a brisé quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il pouvait se briser. Assis dans cette salle d'audience en attendant que le juge décide de mon sort, mon esprit ne cesse de me ramener à cette nuit-là, les lumières, les rires, la façon dont tout a tourné au vinaigre en un clin d'œil. C'était notre 10e anniversaire et Camille voulait que ce soit grand, quelque chose à montrer à son monde de cadres d'élite et de célébrités brillantes. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis juste mis au travail comme toujours, transformant ces idées vagues en quelque chose de réel. J'ai passé des semaines dessus, à choisir le thème, quelque chose d'élégant et de moderne avec une touche de chaleur, à dessiner l'aménagement pour que la pièce coule parfaitement, à choisir l'éclairage qui mettrait tout le monde en valeur sans se sentir dur. J'ai même conçu ces petits jetons d'appréciation du client, des porte-clés faits à la main avec le logo de son entreprise gravé dans quelque chose de simple mais élégant qu'il garde au lieu de jeter dans un tiroir. J'y ai tout versé, j'ai passé la nuit à m'assurer que chaque détail était parfait, parce que je voulais qu'elle brille, je voulais que nous brillions, même si j'étais juste l'ombre derrière son éclat. La nuit est venue et l'endroit ressemblait à un rêve, des lustres en cristal captant la lumière, des tables dressées comme il faut, la musique bourdonnant assez bas pour parler mais assez fort pour ressentir. Je portais mon plus beau costume, celui pour lequel j'avais économisé, et me tenais à ses côtés alors que les gens affluaient, des PDG, des acteurs, des noms dont je n'avais entendu parler qu'eux. Ils lui ont serré la main, ont complimenté la configuration et elle rayonnait, s'imprégnant de tout cela comme si elle l'avait créé à partir de rien. Cela ne me dérangeait pas, j'y étais habitué. À ce moment-là, je suis resté à regarder la pièce, m'assurant que le personnel faisait en sorte que les boissons coulent à flot et que la nourriture soit chaude. C'était bien de savoir que j'avais construit ça pour elle, pour nous. Mais ensuite, c'est arrivé, un type, un gros investisseur, avec une voix forte et une cravate plus forte, est venu vers nous, un verre de vin à la main. Il a donné une tape sur l'épaule de Camille, a dit qu'elle était un génie, puis s'est tourné vers moi, les sourcils levés, comme s'il venait de remarquer ma présence. Alors il dit, avec un grand sourire, « Que fait votre mari ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre à quelque chose de simple, peut-être à propos de mon travail d'architecture ou de la façon dont j'avais planifié une soirée. Mais Camille m'a devancé. Elle rit vivement et agita la main comme si elle effaçait une mouche. « Oh, Julian, dit-elle, sa voix reprenant le bavardage. Il boit du vin et classe l'étagère à épices par ordre alphabétique. C'est comme un animal de compagnie. » La salle éclata de rire, roulant de tous les coins, les têtes se tournant vers moi, les yeux brillants d'amusement. Mon visage est devenu brûlant, puis froid, comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée dans le dos. Je restais là, le sourire figé, les mains coincées dans mes poches, tandis qu'ils riaient tous comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient entendue de l'année. L'investisseur m'a giflé le bras, m'a dit « Bon travail si vous pouvez l'obtenir » et s'est éloigné, toujours en riant. Camille ne m'a même pas regardé, s'est juste tourné vers le groupe suivant, déjà en route, me laissant là comme une punchline. Personne ne voulait expliquer. Je me sentais vidé, là, au milieu de cette pièce scintillante que j'avais construite pour elle. Je voulais disparaître, partir et ne jamais revenir. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Je restais là, le bruit bourdonnant autour de moi, ma poitrine serrée comme si je ne pouvais pas respirer correctement. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots, je les caressais encore et encore, tranchant plus profondément à chaque fois que j'entendais ces coups avant les petites fouilles qu'elle lançait lors de dîners ou de fêtes. Mais c'était différent. C'était public, bruyant, destiné à rester,
et c'est ce qui s'est produit. Les gens ont continué à me regarder tout le reste de la nuit, souriant comme si j'étais dans le coup. Mais je ne l'étais pas. J'étais la blague. Je ne sais pas comment j'ai vécu le reste, hochant la tête quand quelqu'un me parlait, remplissant mon verre, juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Camille ne le remarquait pas ou s'en fichait. Elle flottait à travers la foule avec grâce et puissance, tandis que je restais enraciné, me sentant plus petit à chaque seconde. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a enlevé ses talons et s'est effondrée sur le canapé, rayonnante de victoire. C'était parfait, dit-elle sans même me regarder. Ils ont adoré. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et je suis allé dans la cuisine en regardant l'évier comme s'il avait des réponses. Elle n'a pas demandé si j'allais bien, n'a pas vu la façon dont ma main tremblait pendant que je versais un verre d'eau que je n'avais pas bu. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec elle endormie à côté de moi. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Mon esprit n'arrêtait pas de le rejouer, le rire, sa voix, la façon dont personne n'intervenait pour dire qu'elle avait tort. J'avais l'impression d'avoir été épluché. Ouverte, chaque chose silencieuse que j'avais faite pour elle a été mise à nu et j'ai ri. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas continuer à être son ombre, son punching ball, son rien. Je devais sortir, pas seulement du mariage mais de l'histoire dans laquelle elle m'avait piégé, celle dans laquelle je n'avais pas d'importance, je ne savais pas encore comment, mais j'ai commencé à planifier tout de suite dans le noir, mon cœur battant contre mes côtes. Ce qui était à moi, pas l'argent ou la maison, mais moi, mon nom, ma valeur. J'étais invisible depuis trop longtemps. Et ce gars-là, ce moment cruel, a été le coup de pouce dont j'avais besoin pour arrêter de me cacher. Elle pensait avoir gagné ce soir-là, mais elle ne savait pas que c'était le début de la fin, pas pour moi, mais pour le mensonge qu'elle avait construit autour de nous. J'étais assis dans cette salle d'audience, la douleur de ce gars-là encore fraîche dans mon esprit même maintenant, des mois plus tard, et cela m'a fait réfléchir à ce que j'avais fait après, comment j'avais commencé à construire quelque chose que Camille n'avait jamais vu venir. Elle ne le savait pas à l'époque, elle ne le savait jamais. Mais pendant qu'elle se pavanait comme si elle avait bâti son empire toute seule, je préparais tranquillement mon propre truc, quelque chose juste pour moi. Tout a commencé modestement, presque comme un secret que je gardais pour moi au début, mais cela est devenu ROR Design, une agence de conseil et de création. J'ai couru sous un pseudonyme pour qu'elle ne comprenne pas. J'ai toujours aimé l'architecture, la façon dont les lignes et les espaces pouvaient raconter une histoire, et j'étais doué pour ça, même si elle avait arrêté de voir ça depuis des années. Alors j'ai pris cet amour et je l'ai transformé en quelque chose de réel, quelque chose auquel je pouvais m'accrocher alors que tout le reste avait l'impression de m'échapper. Tout a commencé après l'un de ces grands événements, une soirée de lancement pour certains clients. Elle avait atterri, un que j'avais aidé à planifier jusqu'aux serviettes sur les tables. J'y avais rencontré un gars, un propriétaire de start-up nommé Tom, qui transpirait à flot en essayant de trouver comment donner une image de marque à sa petite entreprise technologique. Camille était parti parler à quelqu'un de plus important, me laissant debout près du bar avec lui. Il a commencé à expliquer qu'il possédait un produit, mais qu'il ne savait pas comment le vendre. Combien il avait besoin d'un logo, d'un look, de quelque chose qui attire l'attention des gens. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Peut-être parce que j'étais encore à vif après son dernier vaccin. Mais je lui ai dit que je pouvais t'aider avec ça. Il m'a regardé comme si j'avais eu une seconde tête, se demandant probablement ce que l'animal de compagnie de Camille pouvait faire. Mais il était assez désespéré pour dire oui. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à dessiner des logos, des mises en page et même un brouillon pour ses investisseurs. Je lui ai envoyé un faux email, je l'ai signé ROR Design et je lui ai dit de me faire savoir ce qu'il en pensait. Une semaine plus tard, il m'a appelé, paniqué dans le bon sens, disant que c'était parfait, me demandant combien je facturerais. J'ai donné un chiffre suffisamment bas pour l'empêcher de poser des questions. Et c'était tout, mon premier client. À partir de là, ça a fait boule de neige. Je lui prenais des contacts au culot, des gars comme Tom qui restaient coincés à me parler pendant qu'elle travaillait dans la salle. J'écoutais, hochais la tête, puis tendais la main plus tard, toujours sous le pseudonyme, toujours silencieux sur qui j'étais vraiment. J'ai proposé des éléments d'architecture, des conceptions de vitrines, des plans de bureau, mais aussi des logos de marque, voire des idées marketing. Je veillais tard après qu'elle se couche, mon ordinateur portable brillant dans le noir, créant des portfolios pour des personnes qui ne connaissaient pas mon visage. C'était bien comme si je reprenais un morceau de moi-même. Elle a enterré. ROR Design a grandi,
lentement mais régulièrement. La nouvelle s'est répandue parmi les startups et j'ai vite eu une poignée de clients, puis une douzaine. J'ai tout gardé caché, compte bancaire, email séparés, crypté, tout verrouillé pour qu'elle ne tombe pas dessus. Je ne voulais pas qu'elle sache, pas encore, peut-être jamais. C'était la mienne. La seule chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Sa tournure dans son histoire. Mais voici la partie à laquelle elle ne croirait jamais, la partie qui me serre encore la poitrine quand j'y pense. J'ai fini par l'aider aussi, sans qu'elle le sache. 2 de mes clients et des petites entreprises que j'ai sorties de la boue avec des conceptions et des stratégies sont devenues suffisamment grandes pour attirer son attention. Des années plus tard, elle les a pourchassés, les a lancés durement et ils ont investi dans sa marque, injectant de l'argent dans son entreprise alors qu'elle vacillait après un mauvais trimestre. Je les avais stabilisés, construits, puis ils se sont retournés et l'ont stabilisé. J'ai regardé cela se produire dans l'ombre, j'ai vu les virements électroniques passer par ses comptes, de l'argent que j'avais suivi pour elle de toute façon et je n'ai pas dit un mot. J'aurais pu lui dire à la face que son empire autodidacte reposait sur mon travail, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué, j'ai continué à construire des designs ROR, j'ai gardé la tête baissée. Il ne s'agissait alors pas de vengeance. C'était une question de survie. J'avais besoin de quelque chose pour prouver que je n'étais pas ce qu'elle prétendait être, que je pouvais me débrouiller seul. Certains soirs, je regardais ma liste de clients, les projets que j'avais terminés, et je ressentais cette fierté tranquille, comme un feu qu'elle ne pouvait pas éteindre. Je pensais à ces premiers jours où elle m'appelait son génie discret, à quel point elle aimait mes idées avant de décider qu'elles n'avaient pas d'importance. ROR Design, c'était moi qui reprenais ça, pièce par pièce. Je n'ai pas fait l'étalage, ce n'était pas nécessaire. Je savais ce que j'avais fait et c'était suffisant. Mais il ne s'agissait plus seulement de moi. J'ai commencé à utiliser cet argent en modeste au début, puis, au fur et à mesure que les emplois s'accumulaient, pour investir dans de petites sociétés écrans et des participations anonymes, dont certaines étaient liées à son monde. Lorsque son entreprise traversait des moments difficiles, lorsqu'elle dépassait les limites d'une campagne tape à accent grave-l'œil, je poussais les choses. Des injections d'argent discrètes. Des accords se sont frayés un chemin à travers mes contacts. Je ne l'ai pas fait pour elle, je l'ai fait pour nous, pour la vie que nous avons construite, même si elle ne m'y voyait plus. Elle n'a jamais compris, ne s'est jamais demandé d'où venait la chance. Elle l'a juste pris et a couru, souriant aux caméras, pendant que je regardais derrière mon écran, assis ici maintenant, attendant que le juge se prononce. Je peux encore sentir le poids de ce secret, comment je l'avais soutenu alors même qu'elle me déchirait. ROR Design n'était pas seulement mon évasion, c'était ma preuve, ma bouée de sauvetage, et bientôt ce serait le marteau qui briserait grand son parfait petit mensonge. J'étais assis dans cette salle d'audience, les mains encore moites à force de serrer la table trop fort, et mon esprit a dérivé vers à quel point ce divorce était devenu laid, plus laid que je ne l'aurais jamais cru. Le procès s'est transformé en guerre et Camille ne se retient pas. Elle voulait tout, la maison, les actions, les brevets qu'elle avait déposés sous le nom de son entreprise, même la voiture que je conduisais depuis des années. Elle était assise en face de moi, le visage tout en pierre et en certitude, comme si elle avait déjà gagné, tandis que son avocat, Bellamy, s'en prenait à moi comme si j'étais un parasite qu'elle traînait par pitié. Monsieur ROR n'a pas contribué un centime, avait-il dit, sa voix douce et suffisante, feuilletant des papiers qui me faisaient ressembler à rien. C'est un dépendant qui vit du succès de ma cliente, qui n'a droit à aucun péché de sa richesse durement gagnée. C'était brutal. Chaque mot était un coup de poing, et je pouvais voir la juge écouter, son stylo grattant des notes, son visage illisible. Camille avait une voix aiguë alors qu'elle me regardait droit dans les yeux. Il n'a jamais rien fait de réel, n'a jamais rien construit, n'a jamais rien gagné. Je nous ai portés. J'ai senti mon estomac se tordre, chaud et malade, comme si j'allais vomir juste là. Même nos amis, les gens. Nous avions dîné, nous avions ri en prenant un verre, j'ai commencé à m'éloigner, à acheter son histoire, à m'envoyer moins de SMS, à me regarder comme si j'étais un cas triste qu'il ne voulait pas comprendre. J'aurais pu crier, j'aurais pu me lever et crier qu'elle avait tort, mais je ne l'ai pas fait, je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient, parce que je savais quelque chose qu'elle n'avait pas un plan et que je travaillais déjà avec Elise Chang, mon avocate, depuis des mois. À ce moment-là, elle n'était ni bruyante ni tape à accent grave-l'œil comme Bellamy, juste cette petite femme stable aux yeux sombres qui ne manquait de rien. Je l'ai trouvée grâce à un gars que j'avais aidé chez ROR Design, quelqu'un qui m'avait dit, elle est silencieuse mais elle se battra comme un diable pour toi.
C'est ce dont j'avais besoin, quelqu'un qui me verrait vraiment, et pas seulement l'ombre que Camille avait peinte. Nous nous sommes rencontrés dans son petit bureau, des papiers empilés partout et j'ai tout raconté, comment j'avais construit les designs de ROR, comment j'avais soutenu l'entreprise de Camille sans qu'elle le sache, comment j'avais tenu des registres de tout. Élise n'a pas cligné des yeux, elle a simplement hoché la tête et a dit « Montre-moi ». Alors je l'ai fait. Je lui ai apporté mon journal numérique, des années de travail regroupées dans des fichiers, chaque conception, chaque argumentaire, chaque virement bancaire que j'avais suivi. Elle a passé des nuits à le fouiller, à vérifier les contrats, à récupérer les courriels cryptés que j'avais envoyés sous mon pseudonyme, à reconstituer une histoire dont Camille ignorait même l'existence. C'est de l'or, avait-elle dit un soir, d'une voix basse, un rare sourire tirant sur ses lèvres alors qu'elle montrait une copie d'un accord que j'avais négocié pour l'un des investisseurs de Camille. Ces showrooms avant de les présenter, les relevés bancaires prouvant que j'avais canalisé de l'argent pour la maintenir à flot, signé des accords avec ROR Design me liant à des entreprises qu'elle s'était vantée plus tard d'avoir atterri. Un peu têtu, comme si je devais me prouver quelque chose plus qu'à quiconque. Les audiences de divorce s'éternisaient et j'ai laissé Camille et Bellamy me déchirer, les laisser construire leur petite tour de mensonges. Elle restait assise là avec un sourire narquois, lançant des phrases comme « c'est juste un enfant que j'ai nourri », pendant que Bellamy brandissait des déclarations de revenus qui montraient que ses revenus éclipsaient les miens. Parce que j'avais gardé les dessins de ROR hors des livres, cachés là où elle ne pouvait pas les toucher. Parfois, je croisais son regard, je voyais ce Glenn de la victoire, et cela me brûlait intérieurement. Mais je faisais un signe de tête à Élise et elle me rendait ce petit regard du genre « Attends, on a ça ». Je lui faisais plus confiance que je n'avais fait confiance à personne depuis des années parce qu'elle voyait ce que j'avais fait, me voyait pour de vrai, pas pour personne. Camille voulait que tout le monde le croie. Plus nous approchions de la fin, plus il était difficile de rester silencieux. Je restais éveillé la nuit à rejouer ces paroles, leur rire, à sentir ce vieux souvenir du gala revenir. Mais ensuite je pensais au classeur. Élise avait préparé des centaines de pages, l'œuvre de ma vie, exposée clairement et fidèlement, et cela m'avait stabilisé. Je n'avais pas besoin de crier ou de me battre comme eux, j'avais juste besoin de la vérité. Et nous l'avions verrouillé et chargé. Ce dernier jour où Camille s'est penchée en avant et m'a frappé avec ce dernier coup. Vous n'avez jamais rien contribué. Je l'ai ressenti à nouveau, ce coup de poing dans les tripes, la salle riant comme si c'était un spectacle. Mais cette fois, je n'ai pas gelé. Je me suis levé, j'ai regardé le juge et j'ai demandé à parler. Élise fit glisser le premier classeur sur la table, sa main, aussi ferme que la mienne, trembla, et je sus qu'il était temps. La guerre n'était pas finie, mais le vent tournait et Camille n'avait aucune idée de ce que j'allais laisser tomber sur son monde parfait et raffiné. Je me tenais là, dans cette salle d'audience, le cœur battant si fort. Je pouvais à peine m'entendre penser, et je savais que c'était le moment auquel je m'accrochais depuis des mois, peut-être des années. Le marteau du juge flottait toujours, ses yeux se sont fixés sur moi après que j'ai demandé à parler, et la pièce avait l'impression de ne plus respirer. Le sourire narquois de Camille avait disparu, remplacé par ce regard serré et confus, comme si elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi je n'étais pas assis là à le prendre. Comme toujours, Bellamy se déplaça sur son siège, son épingle tapant rapidement contre son bloc-notes, pensant probablement que j'étais sur le point de faire un jeu désespéré et pathétique. Mais je ne l'étais pas. J'avais Élise à côté de moi, cool et stable, sa main reposant sur la pile de classeurs que nous avions passé des nuits. Votre honneur, j'ai commencé, ma voix rugueuse au début, comme si elle était coincée trop longtemps. Depuis 10 ans, on m'a dit que je n'ai rien fait. Je l'ai entendu d'elle, de ses amis, d'étrangers qui ne me connaissent même pas, mais ce n'est pas vrai. J'étais l'architecte de son empire, littéralement. J'ai atteint le premier classeur, mes doigts tremblants mais bien sûr, et je l'ai glissé de l'autre côté de la table vers le juge. Elle le prit, ses lunettes glissant le long de son nez alors qu'elle l'ouvrit. Et j'ai continué. J'ai des preuves, portefeuille, contrat, email, transfert de câbles. Je ne me suis pas contenté de m'asseoir pendant qu'elle construisait son entreprise. Je l'ai construit avec elle, même si elle ne l'a jamais vue. La pièce est devenue morte, alors je pouvais quand même entendre les pages se brouiller pendant que le juge les tournait. J'ai jeté un coup d'œil à Élise et elle m'a donné ce petit signe de tête comme un feu vert. J'ai donc continué à parler, laissant tout se débarrasser. J'ai conçu ces salles d'exposition, chaque ligne, chaque luminaire. J'ai écrit des emplacements qu'elle a utilisés pour atterrir les clients, à équilibrer ses livres lorsqu'elle a dépassé les événements,
prévoyait des événements pour lesquels j'ai créé une entreprise, ROR Design, sous un alias, et il est lié à 2 de ses plus grands investisseurs. Sans moi, il n'aurait pas été là pour la renflouer quand elle en avait besoin. J'ai sorti un autre classeur, celui-ci plus épais, et je l'ai remis. Tout est ici, horodatage, signature, dossier bancaire. Je ne l'ai pas fait pour la gloire ou pour me montrer. Je l'ai fait parce que je l'aimais, parce que je pensais que nous étions une équipe. Mais elle m'a transformé en rien et je l'ai laissé jusqu'à ce que je ne puisse plus. Des halètements sont apparus dans la pièce, de petits éclats de son qui ont fait picoter ma peau. Le juge n'a pas levé les yeux, a continué à lire ses lignes de traçage des doigts sur la page, tandis que Bellamy se pencha vers Camille, chuchotant rapidement, le visage serré. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, juste assise là, pâle comme un fantôme, ses mains serrées sur ses genoux. Je pouvais la voir essayer de le traiter, essayant de comprendre comment son histoire parfaite se craquait devant tout le monde. J'ai continué, ma voix plus stable, maintenant comme si j'avais trouvé mon pied. J'ai des contrats de conception ROR, des accords avec des startups. J'ai aidé à développer des startups qui ont investi plus tard dans son entreprise. J'ai des emails prouvant que j'ai envoyé ses idées. Elle a utilisé des créations qu'elle a présentées comme les siennes. J'ai des transferts de fils montrant que j'ai bougé de l'argent, notre argent, pour garder ses projets en vie alors qu'elle ne savait même pas qu'il coulait. Pendant des années, je suis resté silencieux. Laissez-la monter sur scène. Laissez-la m'appeler un rêveur, un mari de la maison, un enfant qu'elle a nourri. Mais je ne l'étais pas. Je travaillais en construction chaque jour. J'ai remis le dernier classeur, celui avec les rangées financières des chiffres qu'Élise s'était séparée et a remis en place comme un puzzle. Ce n'est pas pour moi de vouloir pitié, de votre honneur. Il s'agit de la vérité. Elle demande tout, la maison, les stocks, les brevets, disant que je ne mérite pas de parfum, mais je le fais. Je l'ai gagné, même si elle ne m'a jamais vu gagner. Je me suis assis, mes jambes bancales, mon souffle en lambeaux et la pièce est restée silencieuse pour ce qui ressemblait à jamais. Le juge leva finalement les yeux, ses yeux tranchants derrière ses lunettes et se tourna vers Élise. Conseiller, est-ce que tout est documenté, comme il le dit? Élise est restée calme comme toujours et a hoché la tête, oui, votre honneur. Chaque réclamation que Emer a faite est soutenue par des preuves dans ses liens, contrats, journaux numériques, dossiers financiers, tous vérifiés et horodatés. Nous sommes prêts à le parcourir page par page si nécessaire. Le juge n'a rien dit tout de suite, il se pencha juste en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant les classeurs comme si elle les pesait dans sa tête. J'ai alors regardé Camille, je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis que j'avais commencé à parler. Son visage était cendré, ses lèvres se pressaient, les yeux écarquillés et s'écoulant, comme si elle cherchait une issue. Elle n'en a pas trouvé. Bellamy se précipitait maintenant, traversant ses notes, marmonnant vers elle, mais elle n'a pas répondu, me regardait juste comme si elle me voyait pour la première fois et ne savait pas qui j'étais. Le juge s'est effondré de la gorge, rompant le silence et a dit, nous allons en éviter le réviser. Les tribunaux ont ajourné pour l'instant. Elle a frappé le gavel et la pièce a explosé, murmure, les chaises grattant, les gens se tournant les uns contre les autres comme s'ils regardaient un film twist. Ils n'ont pas vu venir. Je ne me suis pas bougé, je me suis juste assis là, sentant le poids éteindre ma poitrine, léger et étrange, comme si je pouvais respirer à nouveau. Élise a mis une main sur mon épaule, l'a serrée une fois et a dit, tu as bien fait, Julien. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour sourire, mais je me suis senti quelque chose de solide en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Camille ne bougeait toujours pas, n'a pas détourné le regard, et je savais qu'elle souscrivait son petit monde parfait inclinant sous ses pieds. Je m'en fichais plus. Je l'avais dit, disposé et quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais plus invisible. Je suis sorti de cette salle d'audience après l'appel de la récréation, mes jambes encore tremblantes de décharger tout ce que je tenais depuis si longtemps, et je pouvais sentir le buzz déjà commencer, comme l'air lui-même fredonnait avec ce que je viens de faire. Le juge avait pris mes classeurs, ses piles de preuves, et j'avais saigné et disparu dans ses chambres pour fouiller tout cela. Je ne savais pas ce qu'elle déciderait, je ne savais pas si ce serait suffisant pour changer tout ce désordre, mais cela n'avait pas d'importance. À ce moment-là, j'avais dit ma paix, et c'était plus que ce que j'avais réussi depuis des années. Dehors, le couloir était calme au début, juste moi et Élise, ses talons cliquant sur la tuile alors que nous nous dirigeons vers un banc pour attendre. Elle n'a pas dit grand-chose, s'assit juste à côté de moi en feuillant ses notes comme si elle était à double vérification.
Nous n'avions rien manqué. J'aime ça à son sujet, comment elle n'a pas rempli le silence de bruit. Laissez-moi m'asseoir avec mes pensées. Et ces pensées tournaient, me ramenant à ce que j'avais commencé là-dedans, comment j'ai ouvert l'histoire de Camille et laissé la vérité se répandre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle frappe si vite. Aïe, il a fait un coup d'œil à la bombe du mari. Je n'étais pas sûr que je l'étais, mais j'ai hoché la tête de toute façon, que puis-je faire d'autre? Maintenant. Bientôt, ce n'était pas seulement des chuchotements. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. SMS de vieux collègues, gars à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des gens qui avaient travaillé avec Camille et moi de retour quand nous étions encore en équipe. Est-ce vrai? L'un d'eux a dit, vous avez fait tout cela. Un autre a demandé, je n'ai pas répondu, laisse-les juste empiler mon écran brillant de noms. J'avais presque oublié. Ensuite, l'appel a commencé. Les chiffres, je ne savais pas, probablement les journalistes reniflant pour un devis. Je l'ai éteint, je l'ai repoussé dans ma poche et j'ai regardé Élise. Je suppose qu'il se réveille, ai-je dit, et elle a souri un peu comme si elle l'avait vu à venir. Il ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, il faisait la une des journaux en ligne sur des sites d'actualité, des ex-posts volant avec des hashtags comme Dies Ghost Architect et Dies Camille Exposed. Je n'avais pas l'air trop fort, je ne voulais pas être aspiré, mais Élise m'a tenu au courant. Il vous appelle la main secrète derrière son succès, a-t-elle déclaré. Sur le café ce matin-là, son ordinateur portable s'est ouvert à un article avec mon nom en gras. Les gens parlent, Julien et pas seulement la presse. Elle avait raison. Les anciens collègues ont commencé à tendre la main. Les gars, j'avais aidé sur le côté, les faveurs silencieuses. Camille n'a jamais su. L'un d'eux, un gars du marketing nommé Derek m'a envoyé un email disant qu'il se demandait toujours pourquoi mes idées ressemblaient tellement à ses mouvements de génie. Vous avez corrigé notre image de marque lorsque nous étions en tanking, a-t-il écrit. Elle a pris la réunion, mais vous avez fait le travail. Une autre, une femme qui dirigeait des relations publiques pour la compagnie de Camille, m'a appelé sa voix tremblante. Je t'ai vu esquisser des trucs lors de ces séances de fin de soirée. Elle a dit que je ne savais pas que c'était pour ses terrains. Je suis désolé de ne rien dire. Je lui ai dit que c'était bien que je ne le voulais pas, mais c'était bien de toute façon. Les gens sortaient de la menuiserie en le rassemblant après tout. Cette fois, le vrai coup est venu lorsqu'un petit PDG de tech, ce type nommé Patel, est devenu public. J'avais travaillé avec lui il y a des années par le biais de Hero Air Design, construit sa campagne de lancement à partir de zéro, je l'ai fait devant les investisseurs alors qu'il était une mauvaise semaine de pliage. Il a posté sur X, court et fort. Julien Hero Air a sauvé notre lancement. Sans lui, nous n'aurions pas survécu. Camille ne s'est même pas présenté à l'appel. Celui-ci a explosé, retweets, commentaires, des gens qui marquaient son entreprise, posant des questions. Elle ne pouvait pas répondre. Je l'ai vu sur le téléphone d'Alisa, les chiffres grimpant et j'ai senti ce mélange étrange de fierté et de nerfs comme si j'avais allumé un match. Et maintenant, tout l'endroit était attrapé. Les investisseurs ont commencé à devenir imprégnés. Je l'ai entendu à travers la vigne, les petites fuites des contacts que j'avais encore. Ils appelaient Camille, demandant ce qui se passait, pourquoi son histoire auto-faite avait un écrivain fantôme. Son stock a plongé, pas un accident, mais assez pour la faire transpirer. Des rumeurs tourbillonnaient sur les réunions du conseil d'administration, tard dans la nuit, le contrôle des dégâts, son équipe se précipitant pour brancher les trous que j'avais frappés dans son empire. Je ne me réchauffais pas, je n'en avais pas besoin. Je viens de le regarder se dérouler, calme, de la touche, comme toujours, assis là avec Élise en attendant que le juge revienne, je pouvais sentir les fissures se propager, son petit monde parfait tremblant sous le poids de ce que j'avais dit. Les gens me voyaient maintenant, pas l'animal gardé, pas le personne, mais le gars qui avait tout tenu. Je ne savais pas si cela avait changé le verdict, je ne savais pas si je reparlerais avec autre chose que mon nom, mais c'était suffisant pour savoir qu'elle n'était plus intouchable. L'empire qu'elle avait construit sur mon dos tremblait, et je l'avais fait avec du bruit ou des poings, mais avec la vérité disposée simple et simple pour le monde. Je suis retourné dans cette salle d'audience après la récréation. Mon estomac ne se noue. Serré, mais il y avait aussi cet étrange calme en moi, comme si j'avais déjà lâché tout ce qui s'est passé. Ensuite, le juge était de retour, son visage encore difficile à lire, mais la façon dont elle se portait était différente maintenant, plus lourde, comme si elle avait passé la pause à lutter avec ce que j'avais jeté sur ses genoux. Célian, le travail de ma vie,
toutes ces années de broyage silencieux, assis empilés devant elle, dogés et marqués avec de petits tableaux jaunes. Je pouvais sentir les yeux de Camille sur moi de l'autre côté de la pièce, pointus et froids, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mon regard sur le juge, sur un bail à côté de moi, sur le bois usé de la table sous mes mains. Quoi qu'il en soit sorti, j'avais dit ce que j'avais besoin, et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas emporter. La pièce s'est installée rapidement lorsque le juge a frappé son marteau, le son coupant à travers le bourdonnement bas de chuchotement. Elle ajusta ses lunettes, s'éclaircit la gorge et commença à parler, sa voix, stable mais ferme, comme si elle allongeait les briques. J'ai examiné les preuves soumises par Emerson Conseil, a-t-elle déclaré, en tapant les classeurs avec son stylo, et je les croisais avec les affirmations faites par les deux parties tout au long de cette procédure. Ce qui est clair, c'est que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle est apparue pour la première fois. J'ai retenu mon souffle, mes doigts creusant dans mes paumes, attendant le reste. Elle a continué à traverser les pages pendant qu'elle parlait. Elle m'a fourni des documents substantiels, des contrats, des dossiers financiers, des portefeuilles de conception et une correspondance qui démontre une contribution significative aux actifs commerciaux et personnels de Madame Héroer au cours de leur mariage. Allez, sent-on jamais la dérogation? Venait de l'autre côté de la pièce, j'ai entendu Bellamy se déplacer, sa chaise grincer, et je pouvais l'imaginer en train de se précipiter, essayant de comprendre comment faire tourner cela en faveur de Camille. Le juge n'a pas été terminé. Sur la base de ces preuves, elle a déclaré, je juge que M. Héroer a droit à une part importante des actifs matrimoniaux. Une part, ma part, pas seulement scraps, not just pity, du real recognition carved out of everything he build. In the shadow, the judge kept talking, laying out number and details, percentage, timeline, legal term. He barely followed. But he cooked the big stuff, half the house, a chunk of her stock and a stack in her company backdated too. When he propped it up with my own, and her design mean officially, with TS on wect, TS on name he didn't cheer, didn't jump up. Il juste assis là pour le laisser me laver en mentant les années de silence qui portent enfin leurs fruits. Le juge a terminé sa voix, ralentissant en fermant les classeurs. Cette décision reflète la distribution équitable des actifs. Sur la base des éléments de preuve présentés, les revendications de propriété unique de Madame Héroer ne tiennent pas de contrôle. La cour est ajournée. Le gavel est descendu et final et la chambre est restée silencieuse pour un battement comme personne ne savait quoi faire ensuite. Ensuite, il s'est cassé, murmurant en se tournant vers les murmures, les chaises grattant alors que les gens commençaient à bouger. J'ai regardé Élise et elle m'a donné un petit signe de tête, ses yeux en disant plus que ses mots. Tu l'as, a-t-elle dit bas et simple, et j'ai réussi un sourire fragile. De retour à travers la pièce, Camille n'a pas bougé. Elle était assise la raide comme une statue, les mains à plat sur la table, son visage vide, comme si elle avait été creusée. Bellamy se penchait sur elle, parlant rapidement, essayant probablement de trouver un appel, mais elle n'a pas répondu, n'a même pas clignoté. Je pouvais le voir en elle, le choc, l'incrédulité, comme si elle n'avait jamais pensé que j'aurais ça en moi. Elle n'a pas été vaincue parce qu'elle avait perdu l'argent ou la maison. Elle a été vaincue parce qu'elle ne l'avait jamais vu venir, n'a jamais su à quel point son monde était le mien avant qu'il ne soit trop tard. Je ne me sentais pas désolé pour elle, je ne ressentais pas grand-chose à ce moment-là, juste cette chose silencieuse et stable en moi, comme un feu qui avait été incliné trop longtemps. Les journalistes grouillaient déjà à l'extérieur. Je pouvais les entendre à travers les portes, mais je m'en fichais. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti avec un bail, mais pas, l'en bien sûr. Le verdict n'était pas seulement des trucs que j'avais gagnés. C'était à propos de moi, à peu près des années que je passerais invisible, ce qui additionne enfin quelque chose de réel. Elle construisait son empire sur mon dos. Et maintenant, les tribunaux l'ont vu, l'ont dit à haute voix, c'est vrai. C'était suffisant. Je suis sorti de ce palais de justice seul, l'air froid d'avril frappant mon visage comme une gifle. Mais ça faisait du bien, propre, comme s'il avait le poids de tout ce que je viens de laisser, pas de caméra clignotant, pas de foule en applaudissant, juste moi et le son calme de mes chaussures sur les marches. Alors que je m'éloignais, le verdict sonne encore à mes oreilles, la moitié de la maison, une partie de ses actions, une participation dans son entreprise, Héroer Design, enfin le mien à l'air ouvert. Et c'était réel mais éloigné aussi, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin d'un défilé ou d'une tape dans le dos, j'avais juste besoin de le sentir s'installer, de savoir que j'avais réussi et que je sors entier.
Je n'ai pas regardé le bâtiment, je n'ai pas vérifié si Camille était toujours à l'intérieur de Bellamy sur la façon de récupérer ce qu'elle avait perdu. C'était son combat maintenant, pas le mien. J'avais fini de porter ses batailles. J'ai emménagé dans un nouvel endroit une semaine plus tard, une modeste maison au bord de la ville. Rien d'extraordinaire, juste quelques pièces et une grande fenêtre avec une vue sur les toits. Je m'asseyais là des matins, du café à la main, en regardant les bâtiments que j'avais aidé à façonner à distance, et cela m'avait frappé jusqu'où j'en avais venu. La première chose que j'ai faite a été de rouvrir les conceptions de ROR sous mon vrai nom. Plus d'alias, plus de cachette. J'ai mis en place un site web simple via mon portefeuille en ligne, chaque conception, chaque projet que j'avais réalisé au fil des ans, et je l'ai laissé parler de lui-même. Le mot s'est propagé rapidement, plus vite que ce à quoi je m'attendais. Les clients ont commencé à en appeler de petits au début, puis à des startups plus grandes, à des entreprises locales, même à quelques noms que je connaissais de Camille S. World. Ils ne se souciaient pas du divorce ou des gros titres, ils voulaient juste ce que je pouvais faire, et cela semblait mieux que n'importe quelle salle d'audience. Lorsque la presse a également terminé, des articles ont commencé à surgir m'appeler l'architecte fantôme, le gars qui avait construit des marques d'élite de l'ombre. J'ai donné quelques interviews, les ai gardées courtes et silencieuses, je n'ai pas jeté Camille ou joué la victime, je n'ai pas parlé du travail, des conceptions, des idées que j'avais toujours eues. Les gens ont écouté et c'était étrange d'entendre mon nom sans elle qui s'y attache, comme si j'étais enfin mon propre homme. J'ai commencé un programme de mentorat peu de temps après. Quelque chose de petit, juste moi et une poignée de jeunes qui avaient été négligés, comme je l'étais. Je les rencontrerai dans un café du centre-ville, je reviendrai en revue leurs croquis, leurs plans d'affaires, leur disant ce que j'ai appris pour garder la tête baissée mais les yeux. Ils me regardaient comme si j'avais des réponses et peut-être que je n'ai rien fait de grand, juste des trucs pour accrocher quand personne ne vous voit, pour construire quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un organisme de bienfaisance, c'était moi en remboursant ce que j'avais compris à la dure, et cela m'a gardé à la terre, m'a fait bouger. Un jour, peut-être un mois après le verdict, je marchais au centre-ville pour prendre un sandwich de ce petit endroit que j'ai aimé. Quand je l'ai vue, Camille, assise dans un café de l'autre côté de la rue, je ne l'ai presque pas reconnue au début. Elle avait l'air plus mince, son visage dessiné, ses cheveux tirés vers le bas, comme si elle se tenait avec elle. Elle était seule. Pas de Bellamy, pas d'entourage, juste elle et une tasse de café qu'elle ne buvait pas, regardant par la fenêtre comme si elle était perdue dans sa tête. Je me suis arrêté, je me suis tenu là sur le trottoir avec mon sac dans ma main la regardant une seconde. Elle leva les yeux, puis attire mon attention sur la distance et je l'ai vue. Quelque chose scintille sur son visage, peut-être surprise, peut-être autre chose. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas agi, lui a juste tenu le regard pour un battement. Je pourrais dire qu'elle cherchait quelque chose en moi, des remords peut-être, ou un signe, je me souciais toujours de ce qu'elle pensait ne pas lui donner non plus. Je souris juste, pas grand, pas méchant, juste une petite chose calme, et je me suis détourné, j'ai continué à marcher dans la rue avec le soleil chaud sur le dos. C'était la dernière fois que je l'ai vue et ça ne me semblait pas lourd comme je le pensais. C'était fait. Je ne la détestais pas, je n'en avais pas besoin. J'avais passé trop longtemps à emmêler dans son monde et maintenant j'étais libre pour construire le mien. Les conceptions ROR ont continué de croître, des emplois stables, de bonnes personnes, des projets, je pourrais mettre mon nom sans tressaillir. Je m'asseyais dans mon nouvel endroit la nuit, les lumières de la ville s'étendant au-delà du verre et je ressentais cette pièce que je ne connaissais pas depuis des années. Il ne s'agissait pas de l'argent ou des gros titres, c'était de moi de savoir que je n'étais rien de ce qu'elle avait fait. J'avais investi dans certaines choses, des startups trop petites, des créateurs comme ceux que j'ai encadrés, des gens avec des idées mais pas de projecteurs. Ce n'était pas grand-chose, juste assez pour garder les roues qui tournent, mais c'était juste comme si je transmettais ce que j'avais récupéré pour moi. S'éloignant de ce café, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de son approbation ou de son regret. Je n'avais plus besoin de rien d'elle. J'avais mon nom, mon travail, ma vie, et c'était le mien, construit à partir de zéro, pas d'ombre, pas de corde. J'étais entier, enfin et gratuit, et c'était plus que suffisant.